reçoit ce soir une conférence et une inauguration d'exposition proposée par le CODEFA, un partenaire, alors historique je ne sais pas, mais un partenaire de longue date. Et je vous remercie de votre confiance, encore une fois, ça fait plaisir de vous recevoir. Donc ce soir, on reçoit une table ronde autour de la production de bois. On a plusieurs intervenants. Donc on a Marie Berger, qui est architecte, que je remercie d'être là. Didier Baillet, de la SARL Gotera. On a Monsieur Gouvéa aussi, Julien Grave, qui est administrateur à l'AMA, donc qui connaît bien les lieux, Philippe Labadie, de la Scierie Labadie, Benoît de Doazan, que j'ai croisé, qui est là, et Pierre Berthelet, de l'AMECOL, de la construction bois. Donc je vous remercie à tous d'être là. J'espère que ça va... Ça coupe ou pas là, non ? Je vous remercie encore tous une fois de plus d'être là et de venir profiter de la programmation de la Maison de l'Architecture. Je remercie évidemment les deux permanents, Adrien Maillard et Marlène Pro, qui est par là, et puis Laurine, notre stagiaire, qui fait beaucoup en ce moment. Je rappelle rapidement les rendez-vous de la Maison de l'Archi. On inaugure un cycle logement. Vous savez que c'est un sujet très chaud d'actualité avec la loi Elan. Donc on a plusieurs dates en juin. Le 6 juin, le 13 juin, le 20 juin et le 27, c'est les mercredis. En fait, tous les mercredis du mois de juin, on a une conférence ici avec beaucoup de sujets très intéressants. Et puis une exposition de photographie qui s'appelle Paysage urbain, qui va démarrer courant juin. La date n'est pas encore fixée, mais voilà, on a encore une belle activité avant la pause estivale. Je laisse la parole à Damien. Je vous remercie à tous et puis merci au CODEFA. Merci beaucoup Paul, et de manière plus générale, merci aux 308 Maisons de l'Architecture de nous accueillir. C'est à chaque fois un plaisir. Alors tout dépend à quand est-ce qu'on remonte l'histoire, mais c'est toujours un plaisir de faire des animations et des manifestations dans vos murs. C'est vrai que la première opération menée conjointement, c'était à partir de la première édition du Prada, où on s'était rendu compte qu'un certain nombre d'opérations bois mentionnées dans le Prada avaient participé aussi au prix de la construction bois. Et donc c'est avec plaisir que je vous propose de revenir ce soir sur 3 opérations et proposer du coup un retour d'expérience sur ces projets-là et de débattre un petit peu. Et puis de manière aussi un peu plus ponctuelle, sur des opérations, on essaie toujours de marier bois et architecture. Je sais que l'année dernière, au mois de septembre, vous nous aviez accueillis pour faire la cérémonie de lancement d'une opération qui s'appelait Le Tram du Bois. Voilà, on ne dévoile pas tout, je vais être assez mystérieuse sur le sujet, mais soyez sûrs qu'on vous réserve de belles surprises qui mêlent bois et architecture dans le cadre du Woodrise qui revient, mais sous la forme d'un festival, et ce sera du 11 au 16 octobre, principalement à Bordeaux. Je n'en dis pas plus sur le sujet, mais je reviens peut-être un petit peu plus sur la conférence qui nous intéresse ce soir. Alors derrière un petit peu ce jeu de mots, reproduction en bois, le re, c'était justement pour essayer de vous présenter ce soir des opérations de restructuration, de rénovation, de requalification, en partant de projets concrets, la production donc, de nos architectes, de nos entreprises locales. Et derrière aussi cette idée, c'était de permettre d'échanger ce soir sur ces projets, ce qui avait marché, ce qui avait peut-être moins marché, les bonnes pratiques pour pouvoir reproduire des opérations avec du bois. Juste, sans être trop long sur cette partie, peut-être représenter le CODEFA, donc un comité opérationnel et interprofessionnel. Notre objectif, c'est de rassembler les acteurs de la filière forêt, bois, construction autour d'un programme d'action. Voilà, c'est une structure qui a été créée à l'initiative de 6 organisations. Je remets les logos parce que je trouve que ils parlent d'eux-mêmes. C'est vraiment des organismes qui vont de l'amont jusqu'à l'aval de la filière bois-construction. Et donc on compte sur de nombreux partenaires financeurs, mais aussi opérationnels, tels que la Maison de l'Architecture. Alors, les projets que vous avez pu voir au niveau de l'exposition, et j'espère que vous les découvrirez un petit peu plus en détail à l'issue de la conférence, ont été remontés dans le cadre d'un prix. Alors, il faut savoir que depuis 2012, il y a un prix national de la construction bois qui existe et qui est un outil de veille et de référencement d'ouvrages en bois et qui a pour principal but de valoriser les projets et les acteurs. Et pour apporter un petit peu plus de visibilité à ces projets et à ces acteurs, beaucoup de régions ont fait le choix de décliner ce prix à l'échelle régionale. Pour le CODEFA, c'est un travail qu'on avait entrepris en 2016 avec un prix aquitain. Et dès l'année dernière, dans un modèle de convergence avec nos homologues en Limousin et en Poitou-Charentes, on a proposé un prix à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine.
Donc des projets qui se sont répartis dans les 7 catégories, donc assez facilement identifiables avec un petit code couleur juste à côté. Ce sont en tout 92 candidatures qui ont été remontées et 16 projets récompensés. Alors, je m'excuse, il faudra aller voir sur le site internet pour avoir l'ensemble des candidats, puisque ne sont présents aujourd'hui que les projets qui étaient sur le territoire de l'Aix-Aquitaine. Et je dévoile un petit peu de chiffres en exclusivité. L'édition 2018 avait été lancée. L'appel à candidature s'est clôturé fin avril. Et on est sur un nouveau record. Donc, ce sont en tout 125 candidatures qui ont été enregistrées. Et donc, une remise des prix qui aura lieu sur 2 jours, le 15 et 16 novembre, organisée normalement à côté de Cognac. Alors, derrière ce prix, et toute la veille et le référencement d'ouvrages qui en est fait, moi, dans mes missions quotidiennes, c'est un véritable outil de prescription, mais c'est aussi un support pour mener des actions nationales. Je voulais en profiter aujourd'hui pour vous présenter un cas concret et qui fait le lien justement avec la conférence. Donc, c'est le site Solutions Réhabilitation, où justement les projets ont permis la création de ce site internet et que je trouve assez intéressant dans la manière dont sont abordées les choses, puisqu'il permet de présenter des retours d'expérience selon 2 filtres. Le filtre objectif, donc les objectifs de réhabilitation, je vous invite à aller sur ce site, mais les objectifs classés en 5 catégories, c'était pour améliorer la vie des usagers, diminuer les charges, mettre en conformité le logement, l'opération de manière plus générale, modifier l'ouvrage ou aller vers une opération plus vertueuse. Et le deuxième filtre possible, c'est en fonction des contraintes de l'existant. Donc avec comme catégorie, intervenir sur des locaux occupés, s'adapter à l'existant, s'adapter au lieu. Et avec ces filtres, voilà, il y a 40 projets bois qui ont été décryptés et répartis, où sont détaillés les objectifs remplis, les contraintes auxquelles devait faire face la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, et les types d'interventions, que ce soit une isolation thermique par l'extérieur, une surélévation, une requalification. Et sur la partie plus technique, il y a un certain nombre de documents, notamment des détails sur les parties courantes, les points singuliers, des aides à la rédaction des CCTP, qui sont venus abonder dans un site que vous devez connaître, qui est le catalogue Construction Bois. Et donc l'idée, c'était, au-delà de ces 40 projets qui sont déjà référencés à l'échelle nationale, c'était de revenir sur 3 projets locaux, donc dans le cadre des reproductions en bois. Et donc successivement, je vous propose de revenir sur les 3 projets à différentes échelles, des projets assez différents. Donc je vais d'abord laisser la main à toute l'équipe du projet Médico, donc l'agence Marie Berger, l'entreprise Gotera et donc aux autres intervenants. En deuxième partie, le collège Lagaros avec l'agence Vasistas et la Cyril Abadi. Et je vous propose de terminer avec l'opération Cœur de Thouars avec l'agence Doagen Hirschberger Associés et l'entreprise Lamécole. Bonsoir à tous. Merci d'être présents et j'espère que vous allez apprécier les présentations sur la construction bois. Oui, d'accord. Donc là, il s'agit d'un tout premier projet, enfin le premier projet de l'agence AMBA Construction Bois. Donc on a réalisé avec Monsieur Bayet de l'entreprise Gotera et Casimir Gouvéa, qui est notre charpentier qui a tout fait à bout de bras. Voilà, donc oui, on peut passer. Allez. Hop, voilà. Donc il s'agit donc d'une commande privée, d'un particulier, une échoppe bordelaise à Bordeaux-Codéran. La problématique était bien évidemment de requalifier cette échoppe, puisque c'est une échoppe familiale, c'est la 4e génération qui habitait dans cette échoppe. Donc il y a eu beaucoup de souvenirs et beaucoup de choses familiales qui sont passées dans cette maison. Donc le but, c'était de garder, on va dire, l'échoppe en elle-même et de pouvoir la requalifier avec une surélévation et une extension pour accueillir la famille qui se développe, donc avec des petits-enfants. Donc on a fait toutes les études techniques et la maison en elle-même, l'échoppe était construite donc, notamment en mâche fer.
on a vu qu'il y avait beaucoup de désordre dû à ce matériau-là, de problèmes d'infiltration d'eau, etc. Le plancher existant en bois qui était sur vide sanitaire, qui n'était pas bien ventilé. Donc voilà, on avait vraiment des problématiques, on va dire, structurelles. Et on a opté dans le projet avec les clients pour une surélévation et une extension, donc tout en mob, en ossature bois. D'une part, puisque quand on a fait les études géotechniques et reconnaissance des fondations, on s'est aperçu que les fondations pouvaient effectivement prendre en compte la surélévation en structure légère. Et si on faisait de la maçonnerie, il fallait qu'on reprenne en sous-œuvre, et ce qui allait avoir une incidence financière non négligeable sur le montant des travaux pour les clients. Donc, le but, c'était effectivement aussi de garder juste une seule pièce. On peut peut-être passer le slide suivant. On va voir les plans. Juste une pièce du rez-de-chaussée qui était... ah oui, bon. Désolée pour la qualité, du coup, on ne voit pas grand-chose. En gros, c'est la structure traditionnelle d'une échoppe. On rentre au centre de la maison avec une entrée qui, de part et d'autre, on a donc 2 chambres en distribution. Et ensuite, donc, on avait cuisine et séjour. À l'origine, la maison était complètement fermée. On a voulu l'ouvrir sur le jardin arrière. Et il a fallu, on a juste conservé la cuisine existante puisqu'elle venait d'être faite. Donc voilà, on a juste gardé cette cuisine-là. Donc on a retravaillé le rez-de-chaussée dédié en fait à la vie de famille et aux parents. Au niveau de l'entrée, vous avez donc toujours la chambre parentale, une chambre bureau, et ensuite on a donc gardé la bibliothèque que vous voyez là-haut, enfin la cuisine, et on a créé donc, comme on a surélevé, on a créé un escalier qui lui est un escalier bibliothèque rangement. On a rajouté donc effectivement un sanitaire, et après donc la partie salon séjour qui s'ouvre complètement sur le jardin. Et à l'étage, donc là l'étage est dédié aux enfants. Donc chaque enfant a sa chambre et sa salle d'eau, et il y avait aussi les clients souhaitaient avoir un puits de jour et un vide complètement ouvert pour ramener la lumière justement dans la maison, puisque la problématique de l'ancienne échoppe était justement le peu d'ouverture et le peu de lumière qui rentrait du jardin dans la maison. Donc on se retrouve avec un bureau qui est ouvert, vous verrez sur les photos, qui est ouvert sur le puits de le double volume en fait, bibliothèque, bureau. Donc là vous allez voir une petite coupe. Bon, après on a été contraint par le PLU aussi, donc on a été contraint par rapport à la surélévation de venir monter la totalité du volume existant de l'échoppe donc en surélévation, et côté extension jardin. Pareil, on était contraint par les profondeurs de 17 mètres, donc on n'a pas pu aller excessivement loin. On avait précédemment, on peut avancer, on avait précédemment sur jardin une cave et une petite, voilà, on voit sur la photo ici de droite, il y avait un petit local technique et déjà une petite extension qui existait. Et il y a une cave en dessous. Et là, on a eu vraiment des problèmes du coup de fondation. On ne pouvait pas se reprendre dessus. Donc, on a complètement démoli cette partie extension existante, on va dire, pour pouvoir la reconstruire complètement. Voilà. Donc, ça passe pas. Voilà. Donc, on a travaillé avec un bureau d'études structure bois, qui est mon projet bois, donc, qui n'est pas là ce soir. Qui nous a fait donc tous les plans d'exécution. Donc là, vous pouvez voir, voilà, ça a été les plans d'exécution de la surélévation en mob, donc structure 145 par 45. Est-ce que vous voulez parler un petit peu de la structure et de la charpente? Alors, structure 145 par 45, classique pour un charpentier. Un voile travaillant en extérieur. Et ce voile travaillant, pourquoi à l'extérieur? On aurait pu le mettre à l'intérieur, comme ça pourrait se faire dans le cas d'une ITE. Là, on a choisi le revêtement OSB en extérieur pour pouvoir fixer l'ITE plus simplement, quoi. Voilà.
Donc après, choix d'une charpente traditionnelle, puisqu'on se trouvait dans une période de vacances, août, et à plusieurs reprises avec Marie Berger, on a eu plusieurs fois le cas sur le choix de soit une commande de charpente industrielle ou de la fabrication par mes soins. Il s'avère que parfois de faire le choix de garder du traditionnel peut être intéressant, quoi. Dans la rapidité d'exécution, contrairement à ce qu'on peut croire. Voilà. Après, il n'y a pas de... Donc, là, par exemple, on voit la photo en chantier de la partie extension sur jardin. Donc, on a un plancher porté. Ouais. Oui, donc sur la façade côté jardin, donc on voit là qu'on est sur un plancher. Alors, c'est pas tout à fait une dalle portée, on était sur un plancher ourdi. Parce qu'en fait, on a découvert tout un tas de choses qui... Je vais parler un peu plus près, ça va aller mieux. On a tout un tas de choses qu'on a découvert. Une fosse abandonnée, une cave. Enfin, il y avait tout un tas de choses vraiment sur lesquelles on ne pouvait pas s'appuyer. Donc, on a fait le choix de partir sur un plancher ourdi, isolé. Donc, ce qui a permis déjà de rentrer dans les conditions normatives de la RT 2012. Et ensuite, donc, on est venu s'appuyer avec la MOB donc, sur cette dalle-là. Juste une précision, tout à l'heure on parlait par rapport donc, à la structure bois. Pourquoi on a parlé d'ITE? ITE parce qu'en fait, quelque part, on a été obligé de mettre une ITE. Il n'était pas question dans le secteur de mettre un bardage. On était dans une logique d'enduit minéral. Donc on était dans cette logique-là et pour ça, donc, nécessairement de mettre une ITE. Donc là, on voit effectivement sur la partie extension côté jardin, donc la charpente, le mur ossature bois et la charpente ont été faites effectivement par les mains de Casimir, vraiment. Donc là, c'est un toit monopente, voilà, donc qui est repris sur qui vient faire l'extension du salon et qui vient faire l'ouverture côté jardin, voilà. Et au niveau de là, on voit donc la partie extension en partie basse qui était déjà elle qui est bardée. Hein, vous verrez au final, on a un bardage à claire-voie sur la partie extension et sur la partie surélévation. Donc effectivement, on a surélevé la totalité, tout en mob. Et ne serait-ce que déjà pour être réglementaire par rapport au PLU, il fallait que la façade le bardage n'était pas validé, il fallait qu'on reste en enduit minéral, comme disait M. Bayet. Donc, comme on avait effectivement ce mob avec cet OSB panneau contre-ventement, donc on a mis un petit ITE en partie extérieure sur lequel on est venu faire notre projection d'enduit. Et en même temps, pour créer cette unité en façade et au niveau des pignons aussi. Donc, après, on a une couverture traditionnelle. Voilà, ce qui était demandé par les services d'urbanisme. Donc, tuiles romanes, classique. Voilà. Le pare-pluie. Le film. Voilà. Voilà. Classique. Et donc là, effectivement, la problématique, entre guillemets, c'est que sur les 4 murs de façade, donc on avait les murs en mâche-fer. Et il a fallu se reprendre dessus et reprendre les arases en partie supérieure. Et on avait des anciens appareillages en pierre, côté rue, justement, au niveau de la corniche qui était encore existant. Voilà. Donc on a souhaité les garder cette corniche d'ornement côté façade. Mais voilà, ça a été un peu complexe, on va dire, en termes de mise en œuvre sur chantier. Mais voilà, sur un chantier, de toute façon, quand il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Surtout quand on a des entreprises compétentes. Et voilà, le travail se fait en équipe et les problèmes sont réglés. On a rencontré également des problèmes au niveau des planchers où il a fallu redescendre des charges, ouais, quoi, des poteaux de descente dus à la structure du mâche-fer et à la disposition des pièces du rez-de-chaussée existantes. Oui, tout à fait. Donc là, voilà, on voit l'appareillage dont je parlais au niveau de la corniche qui est resté existant. Voilà, et donc on a effectivement cette ossature qui est reprise. Au niveau des châssis, on est en
châssis alu thermolaqué, donc on est en tapé intérieur, rupteur de pont thermique, voilà, conforme à la RT 2012 à ce niveau-là. Donc on a travaillé, hop, voilà. Oui, c'est vrai qu'il y avait les anciennes menuiseries. Donc on a retravaillé. Donc après en termes de doublage, on a ce petit ITE en partie sur donc la partie existante, la surélévation. Et ensuite donc on a fait un demi-style intérieur. Donc on a isolé entre mobs avec de la laine de 145 et on a refait un demi-style intérieur, ne serait-ce que pour passer tous nos réseaux élec, plomberie potentiels et surtout pour avoir notre ventilation en partie basse au niveau du mâche-fer, puisqu'il faut que ce matériau soit ventilé. Il faut qu'il respire. Donc on a mis des dispositifs de ventilation au niveau de ce demi-style-là. Et voilà, donc on est vraiment donc en placo après intérieur. On avait un budget sur ce projet-là qui était assez bas. Donc on n'a pas pu non plus se permettre de travailler sur des matériaux, on va dire, plus nobles, entre guillemets. Le budget total, il était à 128 000 €. Voilà, donc compris agencement, enfin compris voilà, tout ce qu'on a fait à l'intérieur. Voilà. Y compris les escaliers. Y compris les escaliers, les rangements, voilà, tout. Donc on a quand même, enfin voilà, on est quasi à moins de 1 000 € du mètre carré, voilà. Donc c'est franchement pas énorme. Voilà. Donc là, on voit sur les photos la pose de l'ITE en façade au niveau de la surélévation. Voilà, donc en plus, juste à cette période-là, quand on a commencé à se renseigner donc pour faire nos échantillons d'enduit, il y a des réglementations, nouvelles réglementations qui sont passées sur la pose d'enduit sur MOB, puisque voilà, il y a des désordres qui étaient apparus sur divers chantiers. Du coup, il fallait absolument qu'on mette au moins un ITE qui fasse 4-5 cm d'épaisseur. On ne pouvait pas poser notre enduit de rénovation directement sur l'OSB. Voilà. Puisque sinon, on a des problèmes de faïençage, on voit les spectres des OSB. Donc, voilà. Et en même temps, ça participe à notre isolation. Voilà. Et je pense que les clients ne sont pas mécontents d'avoir cette bonne isolation. Et côté extérieur, on a juste voulu redonner un petit côté, on va dire, naturel, entre guillemets, au niveau de l'extension. Donc, on a travaillé un bardage à claire-voie en pose verticale. Donc, voilà, pareil, ventilation du bardage, le pare-pluie à l'extérieur. Et donc, ce bardage, c'est du Douglas qui est saturé. Et donc aujourd'hui, pareil, on a des produits au niveau du bois qui sont très performants, des fournisseurs qui garantissent des bois, en tout cas de la tenue des bois sur des périodes décennales. Donc, en tant qu'architecte, on entend souvent quand on propose des projets justement avec du bardage en extérieur, on nous parle souvent des problématiques du bois qui grise. Donc oui, effectivement, c'est un matériau naturel, donc forcément, il va s'oxyder, il va bouger. Maintenant, aujourd'hui, on a des produits et des fournisseurs qui proposent des produits soit saturés, soit teintés, avec des garanties décennales derrière. On a une tenue du bois, même si effectivement, il va vivre et qu'en fonction des orientations des façades, certaines façades sont plus sujettes à variation, mais il n'empêche que voilà, le bois saturé, on n'a pas d'entretien particulier dessus et il vieillit très bien. Voilà. Et donc sur la façade principale, donc, on a retravaillé effectivement les appareillages en pierre aussi sur les côtés de façon à recréer cette unité, puisqu'on avait le soubassement, les appareillages. Donc on a retravaillé cette architecture entre guillemets. Et surtout, on voulait amener aussi, ça c'est un petit peu notre signature aussi à l'agence, retravailler les encadrements en bois qui aussi sont en Douglas saturé et redonner, on va dire, un côté un peu plus contemporain, entre guillemets, à cette maison. Et bon, ce qui est très rigolo, c'est que les clients me disent souvent, quand ils invitent du monde, ils disent dans la rue, ah bah, c'est la maison bois. Sauf que ça se voit pas. Enfin, on voit pas que c'est une maison en bois, donc les gens passent et ne s'arrêtent jamais chez eux. Enfin, voilà. Mais effectivement, c'est une maison bois, mais ça ne se voit pas forcément de l'extérieur. Et c'est pas parce qu'on fait du bois qu'on est obligé de le montrer aussi, parce que le bois a bien évidemment maintes qualités, mais voilà, on peut faire aussi d'autres choses. Et donc, ça dépend du contexte qu'on a et puis des contraintes aussi urbanistiques qu'on nous impose.
Donc là, vous voyez le puits de lumière et l'escalier, pareil, qui a été fait par les mains de Casimir. Et, vous pouvez nous parler du bois là-dessus? Parce que c'est pas du Douglas. Alors là, on avait fait le choix d'un pin radiata, parce que c'est un bois qui est assez stable, quoi, séché. Du panneau, on a une liberté de pouvoir travailler, donc tout a été usiné sur chantier, quoi. Entièrement fait sur le chantier, quoi. Donc c'est pas du tout de travail d'atelier. De toute façon, sur la majorité de nos projets, on s'est rendu compte que la préfabrication n'est pas toujours intéressante. En tout cas, sur des chantiers de cette taille-là. Taille-là. Bien évidemment, voilà, parce que là, le chantier n'a pas duré très longtemps. De mémoire, il a duré en octobre. Ouais. Bon, on a dû faire 7 mois de chantier. Voilà. On est tombé quand même dans une période, oui. Sais pas si ça, oui. Dans la période de congé juillet-août. Oui. Donc c'était assez difficile à gérer cette période avec les vacances des salariés et autres. Donc voilà l'escalier qui fait office aussi, vous voyez, des rangements en partie basse, parce que pareil, dans une maison, on manque toujours de rangements. Donc c'est aussi la petite touche de l'agence, on travaille toujours les escaliers avec des rangements. Donc la porte blanche que vous voyez sur le côté, en fait, derrière cet escalier-là, on s'est servi de ce volume haut pour faire la buanderie derrière. Ensuite, on a des rangements sous escalier où on peut ranger un certain nombre de choses. Derrière, on a le sanitaire et derrière le mur de la première volée d'escalier, donc c'est la suite parentale, et on a une salle de bain. Et les rangements sous escalier, une partie des rangements sous escalier donne dans la salle de bain pour ranger voilà, tout le linge, par exemple, d'une salle de bain. Donc il n'y a aucune place perdue, tout est optimisé. Et même entre guillemets, le mur des chiffres de l'escalier a été pensé en bibliothèque puisque le client est un grand fan de BD et donc il fallait qu'il puisse ranger toutes ces BD. Donc il voulait absolument que tout ça soit mis en valeur dans ce double volume. Donc on a travaillé, en gros on a tourné une marche sur deux pour que ça forme la bibliothèque. Voilà. Donc la fameuse cuisine dans le fond qu'on a gardée, hein, on n'a pas du tout retouché ni à sa petite ouverture, son passe-plat, rien du tout. Voilà, le carrelage était existant, donc c'est vraiment la seule pièce où on n'est pas intervenu, mis à part pour retravailler des sorties de ventilation de hotte ou ce genre de choses, mais voilà, pour travailler de la technique seulement. Ce qu'on peut dire par rapport à cette pièce conservée, c'est une contrainte forte parce qu'on s'est retrouvé à un moment donné sans toiture et avec tout enlevé et on a essuyé quelques orages donc, en été et on a réussi disons, à préserver tant bien que mal, et quelquefois c'était presque plus mal que bien. On a réussi à préserver parce qu'il y avait tout le mobilier de la cuisine et l'ensemble d'électroménager qui était en place. Donc ça a été un petit peu la complication de ce projet, c'est de conserver un petit îlot tout en avançant très vite sur le reste. Donc là, on voit le volume à l'étage au niveau de la surélévation, donc l'espace bureau, salle de jeu qui donne sur le volume et donc qui est baigné de lumière en fonction de la journée. Là, bon, les photos sont prises le matin, mais effectivement, en fin de journée, on a vraiment cet espace-là qui est vraiment baigné de lumière. Donc c'est vraiment, là, c'est l'espace dédié aux enfants. Hein, donc voilà, c'est les parents, je ne pense pas que... Voilà, c'est chasse gardée pour les enfants. Voilà, donc photo de l'extérieur. On a retravaillé, donc comme on était surélevé par rapport à la rue, on a retravaillé quand même des petites marches bancs devant la grande baie vitrée. Donc c'est des marches où du coup tout le monde peut se poser. Voilà, des marches bancs. Et voilà. Voilà. Ce que je vous propose, c'est peut-être, avant de passer au second projet, de voir si déjà il y a des questions dans la salle, de manière peut-être plus spécifique à ce projet, des points que vous souhaiteriez détailler.
S'il faut lancer une première C'était question, clair. moi j'étais un petit peu distrait, j'ai pas entendu le Oui. délai d'intervention. Mais on a commencé, enfin, je pense que c'est à peu près 7 mois de chantier à peu près, donc compris démolition. Voilà. En fait, les clients avaient déménagé pendant les travaux, donc ils étaient en appart-hôtel, donc il fallait absolument qu'on tienne les délais, puisque forcément ça avait une incidence financière pour eux. Voilà, donc on a tenu les délais et je crois qu'on a même livré, je crois, une semaine avant ou un truc comme ça. Enfin bon, voilà, c'est pas grand-chose, mais en tout cas on a tenu les délais et on a tenu le budget aussi. On a juste une mauvaise surprise sur la chaudière qu'on devait conserver et qui au final ne s'est pas relancée, donc il a juste fallu changer la chaudière gaz existante. Voilà. Mais sinon, justement, le dossier a été préparé en amont. Le fait de travailler avec des bureaux d'études en amont, de faire toutes nos études techniques, nous permet d'anticiper des problématiques. Et Dieu sait qu'on en a en rénovation, en restructuration aussi. Donc plus on anticipe, mieux c'est, et mieux c'est pour les entreprises aussi qui travaillent dessus, parce que voilà, elles savent où elles vont. Elles travaillent aussi avec des bureaux d'études sur les plans d'exécution. Donc voilà, on va dire que les projets sont très bien encadrés et que par conséquent, même s'il y a des aléas, comme je disais tout à l'heure, même s'il y a des problématiques, on sait les régler. Voilà. Et on sait être performant là-dessus. C'est aussi une contrainte par rapport à ce type de projet. Tout à l'heure, on a évoqué le coût au mètre carré qui est très bas. Donc on ne peut pas se permettre de faire un chantier qui dure. Parce que derrière, pour l'entreprise, ce n'est pas viable. Donc, en fait, quelque part, il faut que ce projet il sorte très, très vite, quoi, en fait. Ouais. Mais c'est le challenge, parce que c'est pour tout le monde pareil. Les clients, là, voilà, c'est leur maison de famille de 4 générations. Enfin, c'est la 4e génération. Donc, il y a un investissement financier du particulier qui est important et qui peut être lourd. Et par conséquent, on se doit de tenir ces délais-là et le côté financier. Et de la même façon, pour tout le monde travaille sur ce projet-là. Donc effectivement, il faut que ce soit très bien timé pour que tout le monde s'en sorte, on va dire. Oui. Non. Ouais. Alors, oui. Alors là, on a eu des clients, on va dire, très conciliants, qui nous ont fait confiance dès le départ. Donc, quand on a eu justement ces études structurelles et quand on a fait nos investigations, on a effectivement vu qu'on avait des problématiques sur les fondations existantes. Et si on faisait la surélévation, ne serait-ce qu'en maçonnerie, il fallait avoir une reprise de sous-œuvre. Et là, le prix au mètre linéaire est extrêmement coûteux. Donc on leur a proposé cette solution de l'ossature bois qui est 7 fois plus léger que de la maçonnerie. Donc là, on a fait les calculs avec les bureaux d'études. Effectivement, ça passait. Donc d'une part, c'était pour des contraintes structurelles et financières. En même temps, c'était pour du gain de chantier. Parce qu'on avait, comme j'évoquais tout à l'heure, les clients qui déménageaient pendant les travaux. Donc il fallait absolument qu'on soit dans le timing. Et surtout, c'est un chantier propre. Donc, c'est franchement pas négligeable quand on est sur une petite parcelle aussi. Et de la même façon, on est aussi dans un matériau de construction environnementale. Enfin, voilà, on essaie de boucler la boucle par rapport à ça. Voilà. Oui, pardon, la question était similaire, c'est-à-dire que par rapport au choix du bois, c'est le bureau d'études de Géotech qui s'est engagé sur la capacité portante des fondations. C'est ça, ils vous ont dit... Non, alors à la base, moi j'ai plutôt tendance à construire en bois, donc c'est aussi, on va dire, j'ai plutôt tendance à pousser, enfin en tout cas à faire en sorte que mes clients fassent le choix de la structure bois. Maintenant, quand on a des contraintes techniques, on sait l'expliquer de façon technique. Voilà. Donc, pour moi, il n'y avait pas de question à se poser sur la structure de cette surélévation. Voilà. D'accord. Et j'ai une autre question, anecdotique, sur le choix du radiata que vous avez évoqué. C'est simplement pour une rapidité d'exécution et un produit qui est déjà préfini. C'est du panneau qu'on découpe. Et on peut tailler à la demande. Donc sur chantier, ça pose aucun problème. Ça ne demande pas de préparation en amont et ça peut aller très très vite.
et on reste sur un résineux, un aspect résineux. Donc c'était un petit peu le rendu voulu quoi, au départ. Oui, c'était par rapport à la disponibilité d'un disponibilité, produit préfini. à la qualité du produit, Ouais, c'est un produit qui n'est quasiment pas noueux, quoi. On n'a pas du tout de nœud, c'est très ligneux et c'est. Et puis c'est surtout sur un escalier, on a beaucoup de passages et c'est un bois qu'on entretient très facilement. Donc on ne voulait pas mettre d'éléments stratifiés, on voulait vraiment travailler le bois naturellement en fait. Donc voilà, c'est un. Ça reste également un résineux qui est quand même assez résistant au poinçonnement. Ouais. C'est rare dans ces essences de bois. Merci. Pas d'autres questions? Je vous propose de passer au deuxième projet, puis juste après les 3 retours d'expérience, j'inviterai peut-être tous les intervenants à revenir sur la scène et puis peut-être poser des questions un peu plus générales sur voilà, des points communs ou des divergences sur l'utilisation du bois dans ces 3 projets. Donc du coup, j'invite donc Julien Grave et Philippe Labadie à nous présenter du coup l'opération. Hop. Vous avez le micro et le petit pointeur. Flèche de droite. Ça va. Bonsoir. Donc, je suis Julien Grave. Je suis architecte et j'ai une agence qui s'appelle Vasistas avec une associée qui est Christina Helake. Je suis ravi que Philippe ait accepté, Philippe Labadie, de venir parce que vous le verrez, il va le détailler, mais c'est lui qui a fait le traitement du bois et qui a scié et traité le bois. Et je trouvais que c'était assez intéressant par rapport à la thématique d'être dans la matérialité. Donc, je vous présenterai le projet, j'espère, assez rapidement pour qu'on puisse parler aussi des modalités de production du bois. Et évidemment, on parle là de pins maritimes des Landes. Moi, c'est moi qui décide. Attends, il faut juste que je sache. Voilà, donc le projet, c'est la restructuration et l'extension d'un collège qui est à Saint-André-de-Cubzac. Il y a, je crois, 900 élèves, 800 élèves à l'époque, et puis il est passé à 900. Et donc ça, c'est le volume. C'est un collège qui est déjà volumineux. Et nous, on nous a demandé d'étendre la vie scolaire, de créer des préaux, d'étendre les sanitaires, d'agrandir la demi-pension, puisque comme il y a plus d'élèves, ils sont plus nombreux à manger, et puis de pérenniser des classes. Et alors c'est surtout ça qui était intéressant, c'était que... c'était déjà d'essayer de conserver l'unité de ce collège qui fonctionne autour d'une grande cour et qui était laissée ouverte. Et la problématique, c'était de se dire comment on arrive à intégrer des choses sans mettre le bazar non plus, et puis que ça continue de fonctionner aussi bien qu'avant, et puis de s'intégrer aussi bien dans la géométrie que dans les matériaux. Donc on a décidé de simplement prolonger le plus sobrement possible les choses avec des volumes, des géométries tout à fait efficientes, puisque bon, quand on propose de travailler sur un collège, là, c'est le département qui est le maître d'ouvrage, et ils nous mettent tout de suite à l'aise en nous disant qu'il faut que ça soit robuste, efficace, indestructible et pas cher. Donc ça, c'est les conditions de base. Donc on fait le plus simple possible, le plus petit possible par rapport aux surfaces. Et donc là, vous avez les plans. C'est juste des petites extensions de sanitaires, une toute petite extension de vie scolaire, et puis les salles de classe. Et là, une petite extension de demi-pension. Mais finalement, on fait l'extension, mais on traite aussi l'intérieur. Et donc ça, c'est l'état existant. Et donc ce qui est
intéressant là-dedans, c'est que, enfin, c'est juste de noter quels sont les matériaux en présence, donc un enduit, une peinture ici, et puis une casquette en aluminium qui est un matériau qui a priori est imputrescible, ne nécessite pas forcément d'entretien. Bon, en l'occurrence, il a des coulées, il est un peu sale, et comme il y a peu de budget d'entretien, c'est comme ça qu'on les reçoit, les collèges. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'était pour conserver une harmonie de volumétrie, de teinte, et puis de matériel, et puis aussi une harmonie aussi dans le dialogue des matériaux, c'était de travailler effectivement des volumes en bois, et on a proposé un bois qui était autoclave gris. Et c'est là-dessus que moi j'ai rencontré Philippe Labadie, parce qu'avant d'avoir cette commande, je m'étais toujours posé la question justement de la pérennité du bois, et en discutant avec des confrères, une fois je discutais avec Alain Loisier, et je lui dis, mais comme c'est quand même... Alain Loisier, pour ceux qui le connaissent, c'est lui qui a construit le centre, le FCBA, donc le centre du bois, et qu'il a une énorme expérience. Je lui dis, mais toi, tu prendrais quoi? Il me dit, mais moi, je prendrais de l'autoclave gris. Et c'était un moment où il y avait peu de gens qui savaient que ça existait. Et donc, j'ai commencé à chercher qui faisait l'autoclave gris. Et donc, il y a la Cyril Labadie qui a une chaîne de production d'autoclave gris. Parce que il y avait quand même beaucoup de monde qui me disait, mais ça n'existe pas l'autoclave gris. C'est soit marron, soit vert, mais le gris n'existe pas. Et donc, j'avais cette idée en tête. Et comme souvent, on garde des idées, on ne peut pas les exploiter tout de suite. Et puis, le temps passe, les projets arrivent. Et là, je trouvais que le traitement gris du bois, ça répondait à toutes les contraintes, c'est-à-dire que c'était déjà pré-patiné, le matériau était protégé, il s'harmonisait bien avec les teintes grises de l'existant, et puis surtout, on allait pouvoir travailler avec un pain maritime, en l'occurrence, puisque la scierie, c'est ce qu'elle propose. Donc ça, c'était avant la demi-pension. J'ai un petit problème en fait avec ce... Ouais, il faut l'orienter. Ouais. Et donc c'est devenu ça avec l'extension, cette façade avec des lames qui protègent contre le soleil et qui donnent un rythme, et qui sont plus denses en bas pour faire un parvu, puisque c'est une salle qui peut être à la fois une salle de restauration, mais aussi une salle de classe. Ensuite, ça c'était les sanitaires, et c'est devenu quelque chose qui peut être totalement fermé, puisque comme c'est entre guillemets presque un univers carcéral selon certaines sources de la maîtrise d'ouvrage, il faut vraiment veiller à ce qu'ils ne détruisent pas en très peu de temps les sanitaires, donc ils les ferment, et puis après ils les ouvrent quand même, parce qu'au bout d'un moment c'est intenable. Et on a donc les sanitaires garçons-filles, et on a aussi des casiers pour les sacs à dos, et qui sont faits là en l'occurrence en panneaux de triplis de chez TI, en épicéa. Là, la façade, elle est en pain maritime autoclave, et effectivement, et les ossatures. Les ossatures principales, c'est un bois massif aussi également en sapin, mais autoclavé, toujours à la scierie. Donc ça, oui, voilà. Là, c'est le préau. L'image suivante montre ce que c'est devenu. Et puis, ça, c'est des photos qui montrent effectivement aussi les préaux. On a fait des sous-faces en pain maritime également. Et cette fois, comme ils n'étaient pas exposés directement aux intempéries, ils sont saturés avec un saturateur jaune en l'occurrence. La raison du jaune, c'est parce que c'est une belle complémentaire de couleur avec le gris. C'est-à-dire que dans le cercle chromatique, ça marche assez bien. Ça rompait aussi avec le côté peut-être un peu neutre de l'aspect grisé. Et ça permettait d'identifier les parties et les extensions.
Et on trouvait que ça, à la fois, on était respectueux du projet existant et en même temps, on affirmait la partie qui avait été récemment construite. Et alors, voilà, ce qui est quand même aussi un peu l'intérêt de ce projet, c'est qu'au départ, la commande, c'était de pérenniser ces bâtiments-là, qui sont des bâtiments provisoires et qu'il y a beaucoup de collèges ou d'écoles qui sont censés permettre à des élèves, à des classes supplémentaires d'être là pendant 1 an, 2 ans, et finalement, ça reste minimum 10 ans. Et au bout d'un moment, comme ils sont propriétaires, ils décident de le pérenniser. Donc, ils nous ont demandé d'habiller ces classes. Et ce que l'on a fait avec une ossature bois, et finalement, comme on trouvait que c'était quand même un peu triste de venir simplement carrosser des matériaux qui étaient quand même pas très nobles, on a essayé de les convaincre de tout enlever et de recommencer à zéro, parce que finalement, lorsque l'on habille de l'existant, on est dans des contraintes, dans une réglementation thermique qui est hyper permissive, et on peut faire un peu ce qu'on veut, qu'on se bat pour avoir une bonne acoustique, et on n'a pas besoin de se battre tellement pour que la thermique soit bonne. Donc finalement, à force d'insister, et puis une fois que sur place, ils se sont rendus compte que la matière qu'ils avaient n'était pas bonne. On a réussi à avoir gain de cause et on a pu refaire à zéro le projet. On n'a même pas eu besoin de changer le permis de construire, puisque comme c'était une enveloppe au départ, on faisait plus la boîte dans la boîte, on faisait tout neuf. Donc là, on est sur un bâtiment totalement ossature bois, parfaitement conforme à la RT 2012, si ce n'est mieux, puisque techniquement on a essayé de l'améliorer au maximum. Et ensuite, ce qu'on a travaillé, c'était un rythme de brise-soleil qui permet de faire rentrer la lumière plein pot en hiver et qui la filtre l'été avec... Donc ça vous montre la boîte dans la boîte. Donc ça, c'était ce qui devait rester, et puis nous, la charpente qu'on faisait par-dessus, l'orientation des lames de bois permettant de faire rentrer le soleil d'hiver et puis de bloquer celui d'été. Et puis ensuite, donc ça c'est la même coupe avec mes projets. Il n'y a plus la préfabrication ou le bâtiment modulaire. Et voilà, et ça, sont les panneaux qui constituent la façade. Et donc, je vais te passer le micro. Ce qu'il faut savoir, et je trouvais que c'était intéressant de le dire, c'est que très en amont, la scierie Labadie, elle ne vend pas directement son bois, elle passe par un revendeur. Et donc, très tôt, moi, comme je voulais absolument que ça soit ce traitement gris et qu'il n'y en a pas beaucoup, on a fait une réunion avec celui qui fabrique, celui qui revend et celui qui pose. Et en fait, comme on est dans un collège et qu'il faut travailler pendant les vacances scolaires uniquement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi le bois, en site occupé, pour avoir un chantier propre, pour avoir un chantier rapide. On a essayé, moi j'ai dit que je voulais absolument que ce soit du pin maritime, et en fait il y avait toute la litanie de il est noueux, il n'y a pas des grandes sections, on ne peut pas faire des grandes longueurs. Donc bon, je l'avoue, honnêtement, je me suis fait un peu embarquer dans... mais vous allez voir, ça sera beaucoup plus simple avec du sapin du Nord. Donc j'ai dit oui à un moment, parce que pour toutes ces raisons, il y a un moment, le maître d'ouvrage, donc j'ai dit oui, et puis ils m'ont dit oui, ça sera du sapin de Finlande. Alors comme moi j'avais fait mon Erasmus en Finlande, j'ai versé une larme, j'ai dit bon allez, ok. Et donc la première vague de bardage, c'était en sapin du Nord, qui est très bien. Et puis après, comme on faisait des opérations coup de poing toutes les vacances, je me suis dit bon, c'est pas possible, c'est pas possible, donc je suis revenu à la charge, et cette partie-là, il y a la moitié du projet qui est en pin maritime.
Ouais, donc Philippe Labadie, Cyril Labadie, merci Julien. Je me suis permis, comme tu m'avais dit qu'on pouvait, moi je vous ai amené aussi des photos d'autres choses pour vous montrer qu'en paix maritime on sait faire, parce qu'effectivement, comme le dit Julien, sur le projet qui a été traité, malheureusement, il y a eu une partie en paix maritime, mais pas la totalité, en particulier les photos qu'on a vues tout à l'heure. Observez bien les photos qu'on vous montre, parce que vous verrez qu'il y a beaucoup moins de nœuds que la photo précédente que vous avez vue, parce que la photo précédente, ce n'était pas du paix maritime, tout simplement. Donc, nous, on est, pour vous expliquer, on est donc une entreprise familiale qui a bientôt 40 ans, qui a été créée par mes parents, que je dirige avec ma sœur. J'achète le bois en forêt directement, donc l'arbre entier. La partie haute de l'arbre, on l'utilise pour faire du bois palette, et toute la partie basse, on l'utilise pour l'activité construction. Et dans notre activité construction, on fabrique tout type de matériaux. Donc, comme vous pouvez voir là, pas mal de bardage quand même. Tout type de matériaux, ça va du montant d'ossature, de tous les bois de charpente, du lamellé collé, en partenariat avec des gens comme Lamécole, par exemple, qui sont ici. On fait toutes les lames terrasses, bon, etc. Tout ça, c'est fait 100% en pain maritime, et on sélectionne que la meilleure partie de l'arbre. Et les bois qu'on utilise, ce sont que principalement des vieux bois. Alors tout ça, c'est très important parce que quand on utilise le bois, on oublie juste que c'est un matériau vivant, et on oublie juste de poser des... Bon, il y a des questions de bon sens pour la mise en œuvre, mais par rapport au matériau lui-même, il y a quand même tout un tas de questions de bon sens qu'on oublie de se poser. Et la particularité qu'on a, nous, qui est devenue finalement une force, c'est qu'au fil des années, parce que ça fait 14 ans qu'on a développé cette activité construction qui représente aujourd'hui 70% de notre chiffre d'affaires, alors que c'était zéro il y a 14 ans, la particularité, c'est qu'on fait des fabrications qu'on livre, qu'on monte nous-mêmes ou qu'on fait monter par des charpentiers. Alors, je le précise, ça ne plaît pas toujours, mais c'est quand même très important parce que nous, ça nous a permis de mieux appréhender, de mieux connaître notre bois, notre matériau, et de pouvoir ramener un peu notre fraise par rapport à des architectes qui ont une idée de départ, par rapport à des distributeurs qui vont vous raconter pas mal de bêtises, et par rapport à des artisans qui n'ont pas forcément toujours l'expérience d'utiliser le pain maritime en particulier. Donc il y en a beaucoup qui en ont peur. Moi, je voulais juste dire que tous les produits que vous voyez là, tous, ce sont des produits qui sont aboutés. Alors, pas aboutés en collage bois vert, c'est abouté en collage bois sec pour des questions de normalisation. Pourquoi on aboute le pain maritime? Simplement parce que c'est un bois qui naturellement est tordu. Il suffit de vous mettre devant un pain et vous comprendrez qu'il est assez facilement tordu. C'est un bois qui a quand même des nœuds, beaucoup moins de nœuds que le pin sylvestre ou l'épicéa, mais c'est un bois qui a des nœuds qui peuvent ne pas être adhérents après séchage. Sachant que systématiquement, à partir du moment où on aboute, à partir du moment où on utilise des bardages ou des charpentes, tout est séché. Donc, on préfère, nous, pour tous ces produits-là, systématiquement, regarder après séchage la qualité de chaque bois. On va regarder principalement les nœuds. Si on a des nœuds qui risquent de ne pas être adhérents, on va les enlever. Pour faire en sorte que lorsqu'on pose le bardage, alors ça c'est l'autoclave gris par exemple. Hein. Voilà, ça c'est l'autoclave gris. Voilà, c'est un très beau chantier qui est sur Hossegor, pour un client qui a un peu d'argent quand même. Mais bon, voilà. Alors là, vous avez des projets où vous avez de l'autoclave gris, et puis vous avez des projets où vous avez du saturateur. Alors, je vais revenir tout à l'heure parce que je n'étais pas tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit précédemment. Ça m'arrive souvent de ne pas être d'accord. Hein. Mais bon, pour terminer, l'opération d'aboutage, c'est super, super important. Ce qui est très important, c'est comprendre que le choix du bois au départ, il est fondamental. On ne peut pas faire des bois construction dans n'importe quel bois. Ça, c'est capital. Dans du bois jeune, par exemple, ça ne marche pas. Il faut du bois qui a un certain âge, qui est bien vieilli, et où on a des cernets à accroissement principalement qui sont relativement serrés. Ça, c'est fondamental. Après, on va sélectionner le plus joli. Et même à l'intérieur du plus joli, s'il y a des défauts apparents qui risquent de poser problème, notamment les nœuds par exemple, mais d'autres défauts aussi, on va les supprimer. Ou on va faire en sorte de les masquer. C'est-à-dire, sur un produit, on a toujours une face apparente et une face non apparente. Ça, c'est un chantier qui a été fait avec l'Amicole, que je vous invite à aller visiter aussi, qui est un très très beau chantier qui est à La Teste, qui est le bâtiment de la Cobas. Voilà. Alors là, vous avez... Ça, par exemple, ça c'est du bardage strict autoclave, mais la photo précédente, on croirait que c'est l'autoclave. En fait, c'est de l'autoclave qui a été saturé. Alors, je voulais revenir là-dessus.
Il faut savoir que depuis 1 an, le DTU bardage a changé. Un bardage en bois résineux, vous n'avez pas le droit de le commercialiser aujourd'hui. À partir du moment où il a de l'aubier, vous êtes obligé de le traiter autoclave. Voilà. Ça, la règle, elle est stricte. Vous téléphonez au FCBA, vous vérifiez. Donc, dans ce que j'ai vu, ce n'est pas forcément le cas, sauf si le traitement autoclave était incolore. Ça peut exister, mais c'est quand même un peu plus compliqué. Voilà. Donc, un bardage résineux qui comporte de l'aubier, vous êtes obligé de le traiter autoclave. Si vous souhaitez en mettre un saturateur, moi, j'ai aucun problème, on le fait. Simplement, ça aura forcément un coût supplémentaire. Parce que à partir du moment où vous traitez autoclave, vous réinjectez de l'eau dans le produit, vous réinjectez de l'eau et du produit dans le bois. Donc, automatiquement, le bois qui était, par exemple, à 18% d'humidité, va remonter à 55% d'humidité. Donc, pour appliquer un saturateur, vous serez obligé de le ressécher, donc de faire une opération supplémentaire, ce qu'on fait quand on vend des bardages saturés. On va être obligé de le ressécher et de le ramener à 18% d'humidité pour une application bardage. Voilà. Donc ça, c'est faisable. Simplement, petite remarque, je n'ai pas vu beaucoup de produits saturateurs qui donnent une garantie réelle, je dis bien une garantie réelle, de 10 ans. Parce que les mecs qui vous vendent des garanties, ce n'est pas un souci. Maintenant, lisez bien entre les lignes, lisez bien tout, à quel endroit vous allez poser le bardage, etc. etc. Je pense que c'est plus du marketing qu'une réalité commerciale. C'est très difficile, à mon sens, de faire appliquer une garantie sur un saturateur. Donc, nous, il se trouve qu'on peut fournir des bois saturés, mais on fournit aussi, donc, de toute façon, des bois traités autoclave. De base, il y a du vert et il y a du marron, que tout le monde connaît. Et effectivement, comme l'a expliqué Julien, on fait le gris. Le gris, la différence entre le gris de l'autoclave et le gris d'un saturateur, c'est que le gris de l'autoclave, si on revoit un chantier qui va passer tout à l'heure, l'objectif, c'est de reproduire le bois vieilli. On ne cherche pas à vendre une couleur. On cherche simplement à avoir le moins de variations de couleur dans le temps. C'est-à-dire que si on avait laissé un bois traité autoclave, au bout d'un certain temps, il serait devenu gris, tel qu'on l'aurait en achetant un bois traité autoclave gris au départ. Voilà. Si vraiment vous voulez un gris précis, là, effectivement, on passe sur un saturateur. Donc, ça obligera à appliquer un saturateur en plus de l'autoclave. Le choix du saturateur, c'est ça. C'est si vous voulez une couleur précise, oui, vous passez avec un saturateur. Si tel n'est pas le cas, vous avez la possibilité d'avoir de l'autoclave vert, marron, gris, il y a même de l'incolore. Pardon. Non, mais par rapport à... Donc ça, c'est la mécole qui l'a fait. Mais vous étiez sous-traitant d'un sous-traitant, alors c'est pour ça. Et donc ça, justement, c'est l'échantillon de saturateur. On avait choisi 3 jaunes différents. Et donc en essayant de les avoir très précisément et de les doser. Et après, par rapport à la façade, on a réussi à avoir justement un bardage massif avec 3 niveaux de profondeur par rapport à la pérennité et justement au vieillissement, pour ne pas avoir des grandes surfaces et avoir plutôt un rythme séquencé. Et s'il y a des coulures, éviter qu'elles se marquent trop. C'est pour ça qu'on a travaillé sur cette épaisseur. Et ça crée des ombres portées. Donc ça, c'est la façade arrière qui est en autoclave gris et qui justement épare le traitement, puisqu'il n'est pas uniforme non plus, épare aussi le décalage, permet justement cette pérennité-là. Et c'est vrai que par rapport au questionnement sur la thématique, aussi la pérennité, le bois, moi je pense, et c'est un argument qui a convaincu le maître d'ouvrage, c'est que je pense que justement, par le traitement et par le dessin de la façade, on peut justement garantir cette pérennité, ou en tout cas cette uniformité, et c'est certainement tout aussi bien, si ce n'est meilleur, que justement d'avoir par exemple un matériau, comme je vous montrais au départ, qui est de l'aluminium, qui se fait aussi un peu attaquer par les champignons, et où on voit ces espèces de coulures et de traces de vieillissement. Donc ça, de près, ça donne ça. Et après, pour conclure aussi, c'est comme ce projet, il a quand même animé la vie pendant 1 an de collégiens et puis aussi de personnes faisant partie prenante du collège, et notamment
le CPE, il a trouvé intéressant d'aller plus loin, de pousser plus loin la démarche, et il a organisé, donc le CPE au nom du foyer, a organisé une forme de plusieurs ateliers qui étaient participatifs avec des collégiens, alors des 4e, 3e et quelques plus jeunes, mais pour imaginer l'aménagement de la cour. Donc ça c'est la maquette. Il y avait justement, moi j'y ai participé, une consoeur paysagiste également. Et à la fin, comme le collège il avait une section SECPA, ils ont monté eux-mêmes un certain nombre de mobilier qui est en pain maritime pour justement aménager la cour sous différents. Alors ça c'était des études, et c'est le même principe qu'il y a à l'extérieur qu'on avait mis en place avec quelques jeunes inscrits, mais où au collège ils ont déterminé quel type de banc et à quel endroit, et quel type de plantation et quel type d'aménagement, et après on est reparti sur ce principe qui est assez simple, puisque c'est des vis et des planches de bois découpées, pour justement les sensibiliser à la conception, à la construction, aux matériaux bien évidemment, et à l'aménagement. Moi je voulais juste préciser 2 choses. On a, à la demande d'architectes qui nous torturent un peu, on a réalisé des bardages non traités aussi. Mais non traités, c'est quand même plus compliqué là, parce qu'effectivement, en théorie, il ne faut pas d'oublier. Voilà. Alors c'est quand même beaucoup plus compliqué, mais on a fait des essais, on en a fait sur des petites quantités, pas sur des gros lots quand même. Hein. Et après, le deuxième point, c'est effectivement, tu disais qu'on ne vend pas en direct. Bon, force est de reconnaître qu'à un moment donné, on est obligé aussi de vendre en direct, parce que voilà, la difficulté qu'on rencontre, c'est que des distributeurs sont des gens qui, pour la plupart, sont importateurs d'abord. Donc forcément, s'ils distribuent, ils vont d'abord en priorité distribuer des produits importés. Et après, éventuellement, si le client a une exigence d'un produit local, là, ils vont aller s'inquiéter, ils vont aller consulter pour essayer d'avoir un produit local. Mais ce n'est vraiment pas leur priorité. Donc aujourd'hui, on travaille aussi en direct, quoi. Merci. Justement, de proposer de passer le micro s'il y a quelques questions sur le projet. Une question pour Pierre et Pierre-Louis de la Mécole. Est-ce que vous voulez apporter quelques petites précisions, des points singuliers du projet sur la partie structurelle? Nous, on a été en charge de la fabrication du lamellé collé et des murs à ossature bois, et surtout aussi des études d'exécution. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été décrites. Là, peut-être sur les études d'exécution, c'est vrai que sur ces types de projets, il y a un planning qui à chaque fois est très serré, il faut le faire pendant les congés généralement. Donc l'importance dans les plannings prévisionnels de la phase de préparation et d'études. Voilà, je peux le rajouter, c'est important à savoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voulais juste préciser un truc là, parce qu'elle est sur les problématiques de délai là, on nous a un peu promené. C'est que notamment quand vous êtes en bardage vertical, il y a un truc super important, c'est essayer de commander la longueur qui correspond à la hauteur de la façade. On peut techniquement faire du rainé en bout, c'est-à-dire qu'on met une rainure en bout et la languette rentre dedans, sauf que quand on est en traité autoclave, notamment, au bout d'un certain temps, il y a un retrait longitudinal, ce qui fait que c'est beaucoup moins joli. Et le problème, c'est que le joint, il va tomber entre 2 lithos. Donc du coup, l'extrémité à la lame n'est pas tenue, tout bêtement. Donc nous, en fait, on a des profils standards, et ensuite on a des profils sur mesure. Mais si on est sur un profil standard, on ne lancera la fabrication que quand on sera sûr de la longueur finale qui sera demandée et de la quantité qu'il faudra fabriquer dans cette longueur. C'est-à-dire que si on nous demande du 5,82 m, on va fabriquer du 100,82 m. Si on nous demande du 3,68 m, on va fabriquer du 3,68 m. Donc on peut comprendre facilement qu'on ne peut pas fabriquer tant qu'on n'a pas une étude qui a été faite avec un calpinage et tant qu'on n'a pas le détail du calpinage. Voilà. Un distributeur va raisonner différemment, il va prendre des longueurs standards et il va fourguer les longueurs standards. Mais le problème, c'est qu'après, on se retrouve des fois avec des poses, avec des joints qui vont être entre 2 lithos et qui ne sont pas bien tenus, quoi. Voilà. Merci.
J'ai deux questions qui concernent le traitement du bois. Quand on parle de saturer le bois, on le sature avec quoi? Avec une huile? Avec quel est l'élément avec lequel on sature le bois? Et puis deuxièmement, j'ai pas entendu parler de terme de rectification. Et c'est aussi un procédé qui est intéressant, qui a une longévité qui est, en fonction de l'essence, qu'on passe par la rectification. Voilà. Pour le saturateur, c'est tout simplement... Mais c'est un produit Sikens, mais il appelle ça le saturateur. Alors moi, on m'avait expliqué, c'est ni de l'huile, ni une lasure, ni un vernis, c'est vraiment un saturateur. C'est comme ça qu'il s'appelle. Et même par ailleurs, ça m'est arrivé, mais vraiment souvent, je ne l'invente pas, de dire je veux un saturateur de chez Sikens, et on m'a dit plusieurs fois il n'existe pas. Et donc chez Sikens, en fait, il y a des produits spéciaux qui sont pas distribués par tout le monde. Et c'est pareil, je l'avais trouvé en cherchant, parce que je pense que finalement, ça rejoint ce que disait Philippe, c'est que si on veut travailler avec le bois, il faut un minimum savoir aller chercher les informations tout seul, avant d'avoir besoin des informations. Parce qu'une fois qu'on en a besoin, c'est déjà trop tard. Et donc, je pense qu'il faut aller chercher ces infos, discuter avec des gens quand on n'a rien à acheter, pour qu'il n'ait rien à nous vendre, et qu'on ait les vraies informations. Et quand on a besoin de prescrire quelque chose, on y va. Et donc, ce saturateur, moi, je l'avais expérimenté, et un saturateur, le principe d'un saturateur, c'est simplement, ça pénètre le bois, et l'idée, c'est que justement, il a tout, en fonction de l'exposition des façades, soit il perd un peu de sa teinte ou pas, mais en tout cas, au plus tôt tous les 4 ans, c'est quand il est vraiment exposé, ça peut être tous les 8 ans quand il est peu exposé, il suffit simplement de le nettoyer, et puis après de rajouter par-dessus une couche. Il n'y a pas à le décaper, il n'y a pas à le brosser, enfin à mettre un détergent dessus. Voilà. Et c'est ce qui constitue vraiment l'intérêt et la qualité d'un saturateur. Et honnêtement, moi, c'est la définition que j'en ai retenue. Mais quand j'en parle même avec des professionnels, il y a pas mal de gens qui me disent mais un saturateur, c'est une lasure. Il y a vernis, lasure, huile, et saturateur, c'est un terme vague. Et moi, je ne crois pas. Enfin, en tout cas, chez Sikens, non. Et donc, c'est celui-là. C'est le 7068. Ouais, pour moi, un saturateur, c'est un saturateur, tout simplement. Alors, la composition chimique, je vous la donnerai pas en détail, je ne suis pas assez compétent pour ça. C'est pas une lasure, c'est sûr. C'est pas un vernis, c'est sûr. L'énorme avantage du saturateur, c'est super facile à entretenir. Et il y a deux avantages. Un, ça nourrit le bois, ça l'alimente vraiment. Et deux, c'est très facile à entretenir parce qu'en fait, on n'a pas besoin de poncer, à la grosse différence d'une lasure. Voilà. Donc, le jour où vous avez un saturateur à remettre, vous appliquez directement dessus. Vous nettoyez au préalable, bien sûr, et après vous appliquez directement dessus. Juste un point que je voulais rajouter quand même, avant de répondre à votre question. C'est pour la réussite d'un projet, c'est super important. Je ne sais pas que je vous le dis, mais avec Julien, à chaque fois qu'il a quelque chose, il n'hésite pas à me poser des questions en amont. Effectivement, au moment où j'avais l'enfant, je suis entièrement d'accord. Et ce qui est très très important, on fait souvent avec la école par exemple, c'est qu'on puisse discuter des projets en amont avec l'architecte et avec les gens qui vont mettre en œuvre. Parce que l'architecte imagine des belles choses, mais qui ne sont pas toujours faciles à réaliser ou pas toujours réalisables par rapport aux matériaux qu'on doit employer. Parce que vous avez beaucoup de matériaux différents à utiliser et vous ne pouvez pas tout connaître, c'est pas possible. Donc, c'est super important de pouvoir discuter avec le fabricant du matériau d'un côté, le concepteur du projet qui est l'architecte et les gens qui vont mettre en œuvre. La question c'était déjà sur la rectification. Alors, moi je vous parlerai de thermochauffé. Il y a quelques années, on a réalisé des chantiers en bois thermochauffé, donc en pleine lentille. Alors je suis d'accord qu'il y a certains bois feuillus qui peuvent probablement être intéressants dans cette technique-là. Mais là, je ne suis pas assez compétent pour parler parce que le feuillu, c'est un monde, l'original, c'est un autre. Sur le traitement par la chaleur, en fait. Donc nous, on avait fait du bois thermochauffé il y a plusieurs années en arrière, à tel point que j'avais envisagé de monter l'installation. Mais il y avait une difficulté qui est toujours d'actualité, c'est qu'il n'y avait strictement aucune garantie dans le temps. C'est-à-dire pas de garantie. Quand on vous vend un produit traité au plus tard, on vous donne une garantie décennale parce que c'est une réalité.
Sur du bois thermochauffé, vous n'avez aucune garantie. On n'avait aucune garantie, on n'a toujours aucune garantie. Et je n'ai pas voulu commercialiser, alors je parle en d'origine, bien sûr, mais je ne pense pas qu'il y ait garantie de cours, même un peu écrite, je demande à voir. De toute façon, moi je vais vous dire, c'est très simple, la terrasse de ma piscine, elle est faite en bois thermochauffé. Pourquoi on l'a faite en bois thermochauffé? Parce que je voulais en avoir le cœur net, et je voulais savoir si ça tiendrait ou si ça tiendrait pas. Parce que l'inventeur du produit, du procédé qui est décédé aujourd'hui, m'avait dit, ce produit-là, ce traitement-là, il est classe 4. Donc le classe 4, c'est l'application des bois mis en sol ou sur le sol ou très exposés. Et c'est pour ça qu'on utilise les produits photovoltaïques. Donc, on a utilisé la technique de l'arbre thermochauffé et on a fait plusieurs projets de bardage. Donc ça se comporte relativement bien. Sauf que forcément le bois est beaucoup plus cassant puisqu'on enlève de la résistance mécanique, de la structure mécanique dans le matériau. Et après, on a fait cette terrasse. Bon, cette terrasse aujourd'hui, progressivement, je remplaçais les lames chaque année. En fait, il s'avère qu'au bout d'un certain temps, les lames elles finissent par je ne sais pas si on peut dire pourrir, mais elles cassent véritablement. C'est dommage parce que c'était un super truc pour le pain maritime ou pour le résineux en général parce qu'il y avait zéro coulure de résine. L'énorme avantage, c'est qu'il n'y avait pas du tout de résine. Par contre, le bois pourrit. Voilà. Donc, sur un bardage, je pense que ça peut faire affaire, parce que là, on est en vertical, et si on a un écoulement de l'eau, on ne prendra pas trop de risques, mais c'est sûr que sur une terrasse, ça marchera. Vous avez des expériences en bois brûlé? Nous, on a fait un bâtiment en bassin à feu comme ça. Et... Alors, j'avais fait un voyage en Finlande, et j'ai dans mon bureau un échantillon qui m'a plu énormément. On a fait des essais chez nous, mais on l'a pas encore assez travaillé. Il faut qu'on rebosse dessus, mais c'est un produit qui m'intéresse. On l'a pas encore développé, mais c'est un truc. C'est magnifique. Oui, ouais, c'est très beau. Ouais, c'est très beau. Après, il faut véritablement voir si c'est adapté à tout type d'essence. Ça, j'en suis moins sûr. Sur le bois autoclave, est-ce que vous pouvez rappeler le processus pour avoir du bois autoclave et pourquoi il y a une manière courante du marron et du vert et que justement le gris soit rare? Bon, le procédé sans rentrer trop dans, parce qu'après on a un responsable technique qui est plus compétent que moi quand même. Mais bon, le procédé j'aurais pu amener des photos, mais voilà, on a une installation qui fait à peu près 16 mètres de long, donc en fait on va avoir un chariot qui coulisse sur lequel on va disposer les paquets de bois. On va attacher. Le cylindre, on va forcément ouvrir la porte, rentrer la charge de bois, on ferme la porte. Bon, très bien. La première opération, c'est qu'on fait le vide. Donc on enlève l'oxygène. Une fois qu'on a enlevé l'oxygène, on transfère. Alors, on a des cubes de 45 000 litres qui contiennent pour l'essentiel de l'eau et à peu près un dosage de 2% de produit. Pour vous donner un ordre d'idée. Sur des cubes de 45 000 litres, c'est le dosage qu'on emploie. Donc, si par exemple on fait du gris, on va transférer le liquide dans la cellule jusqu'à remplir complètement la cellule. Ensuite, une fois que la cellule est remplie, on va injecter par pression le produit dans les pores du bois, dans les canaux du bois. Voilà. Et en règle générale, on peut le faire assez facilement pour le pain maritime, on va laisser le bois s'imprégner jusqu'à qu'il ait plus soif, tout simplement. Jusqu'à qu'il soit gavé. Alors pour la petite histoire, pourquoi le pain maritime est le bois qui se traite le mieux? C'est très facile. Nous, on fait du traitement autoclave d'autres essences de bois pour des charpentiers ou pour des distributeurs. On traite de l'épicéa, du sapin, du pin sylvestre, du douglas et du pain maritime. Vous prenez le douglas, vous prenez le sapin et l'épicéa. On rentre 80 litres de produit au mètre cube de bois. Vous prenez un pin sylvestre qui est censé être en classe 4. Aujourd'hui, sur les pins sylvestres que vous voyez sur le marché, c'est principalement des bois d'importation qui viennent des pays de l'Est. Vous rentrez maximum 150 litres de produit au mètre cube. Pour quelle raison? C'est très simple. C'est que vous avez très très peu d'aubier, et ce qui absorbe, c'est l'aubier. Si vous avez que des bois de cœur, ça absorbe très très peu. Le pain maritime, quand vous avez de l'aubier du cœur, vous absorbez 350 litres au mètre cube. Si vous avez que de l'aubier, vous mettez 600 litres. Voilà. C'est ce qui explique qu'on a un bois qui se traite beaucoup plus que les autres essences. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi c'est un bois qui a tendance à varier en largeur. Évidemment, si vous avez un bois où il n'y a que de l'aubier,
le produit rentre à fond. Je prends l'exemple d'une lame terrasse. Une lame terrasse qui fait 160 de large, si vous avez que de l'aubier, vous injectez le produit dedans, immédiatement après, elle est à 170. On a gagné 1 cm. Évidemment, quand le bois a resséché avec le soleil, elle va revenir à son état naturel. Mais toute sa vie, elle fera ça. Et d'ailleurs, un des arguments du monsieur qui faisait le thermochauffé à l'époque, c'était de me dire ça ne varie pas. Ben, c'est faux, ça ne varie pas. Là, je peux vous le certifier. L'hiver, j'ai des lames terrasses qui se touchent, et l'été, vous avez un jeu de minimum 5 mm de chaque côté. Voilà. Pour ce qui est du traitement autoclave, donc le procédé, on a injecté le produit. Donc une fois que le produit est injecté, nous on a un autoclave où on a une partie qui se lève avec des gros vérins. Tout le liquide repart par gravité et par pompage. L'excédent revient dans la cuve d'origine. Et en même temps, l'égouttage se fait. Et ensuite, le tunnel va se rebaisser et on sort la charge de bois. Pour que le produit soit fixé, il faut le laisser 48 heures. Et après, on peut l'utiliser. Alors, pourquoi il y a eu du vert et du marron? Très simplement parce que c'est les fabricants de produits qui, au départ, ont mis sur le marché du vert et du marron. Le gris, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on l'utilise, 2 à 3 ans. Et aujourd'hui, on est très au point, mais on a dû passer par une phase de mise au point. On a eu quelques chantiers, je le dis clairement, on a eu quelques chantiers où on a eu 2-3 chantiers où on a eu un souci de fabrication. Maintenant, on sait de quoi ça vient. Donc, on a trouvé la parade, on a résolu. Voilà. Mais l'issue de quoi? C'est la couleur du produit qu'on a? Alors, le produit de base, c'est pas le même. Le produit de base, c'est pas le même. Le vert et le marron, en fait, c'est la base chimique est la même. Tandis que le gris, c'est une base incolore, auquel on rajoute un colorant gris. Voilà. Le vert, c'est du cuivre. Hein. Oui. Tandis que le gris, c'est du bois. Ce sont des bois qui peuvent être utilisés à l'intérieur ou uniquement à l'extérieur? Parce que quand on est sur de l'autoclave, donc on a des traitements, on parle de produit là, mais c'est un euphémisme. Qu'est-ce qu'il y a dans le produit qui est déjà par des composés volatiles? Parce que l'intérêt aussi d'une rectification ou d'un traitement par la chaleur, c'est le fait qu'il n'y a pas de composés volatiles. Alors, par définition, je vois bien l'intérêt d'utiliser un traitement autoclave à l'intérieur. Je vous dis de suite, ça m'est arrivé de le faire parce qu'on nous l'a demandé pour des questions d'esthétique. Notamment, je pense plus à des collèges où vous avez un choix d'embardage extérieur et qu'ensuite vous avez un auvent et qu'on veut, sous plafond, garder la continuité du bardage. Notamment, on va avoir un bardage vertical et on veut la continuité au niveau du plafond. Donc, on va choisir la même couleur et là, on va nous demander de faire un autoclave pour le plafond. Mais dans cette application-là, ça n'a pas d'intérêt. Et ça a encore moins d'intérêt quand c'est véritablement à l'intérieur d'une maison. Donc je dirais à l'intérieur, je ne vois pas pourquoi on mettrait l'autoclave. L'autoclave, pour moi, c'est principalement une application extérieure et ça doit se résumer à ça, quoi. Donc pour tout ce qui est bardage, on est sur du classe 3B. Et pour tout ce qui est au sol, enfin, sur le sol, en sol ou dans des pergolas, des choses comme ça, c'est normalement du classe 4. Ce qui n'est pas toujours fait en pratique. Alors juste une phase importante que j'ai quand même oubliée, c'est que pour faire un très bon traitement autoclave, il y a une phase indispensable, c'est le séchage. Il faut que les bois soient tous en dessous de 25% d'humidité. Ça faut quand même s'en rappeler parce que sinon ça veut dire que la quantité de produit qu'on injecte, c'est plus la même. Ce que je vous propose, si vous avez d'autres questions très techniques sur l'utilisation du bois en extérieur, le traitement, notamment le traitement autoclave, on pourra poursuivre pendant la période cocktail. Je vous propose de passer peut-être au troisième et dernier projet. En tout cas, encore merci Julien et Philippe. Courage. Normalement, la flèche de droite. D'accord. Il y a le pointeur en haut si vous avez besoin du laser. Je reste. Le pointeur, c'est où? C'est tout rouge? Tout en haut, exactement. Okay. Alors, je vais un peu varianter ce que j'avais prévu de présenter en direct. Parce qu'en fait, moi, je m'étais prise au jeu très bonne élève, très scolaire. On m'a dit requalifier à l'échelle d'un quartier, ce qui est vrai en l'occurrence au projet qu'on présente. Mais du coup, j'ai réfléchi à la façon dont on pouvait présenter la requalification du quartier. Donc j'ai beaucoup moins ciblé sur les questions de construction bois, de matériaux, de finition. Mais comme j'ai Nicolas Novello qui est là, qui est un de mes associés, Pierre Berthet qui est là à l'école,
et qui ont tous les deux suivi le chantier, je pense qu'ils seront vachement bien pour compléter mon propos. Ça vous va ? Et j'ai fait comme vous, j'ai mis les logos. Un projet, il ne se fait jamais tout seul, c'est vrai que... Ah, pardon. Mon Dieu. Voilà. Ça marche ça ? Je m'entends pas. Donc ce projet de cœur de Thouars, comme on l'appelle, c'est pas très joli, mais c'est assez concret. C'est une initiative de la ville de Talence qui a beaucoup insisté aussi, et vous verrez pour quelles raisons c'est un enjeu de quartier. Domo France, qui est notre maître d'ouvrage. Un GEROP, qui est le bureau d'études avec qui on a fait toute la partie conception maîtrise d'œuvre. La Mécole, j'ai pas mis toutes les entreprises, hein, j'ai mis que celles qui venaient. Généralement aussi dans nos présentations, ça marche ou pas? Vous visez. Comme c'est moi qui présente, je me présente. Je me présente professionnellement. Et donc généralement, je dis un petit mot juste sur l'agence. Donc vous en reconnaissez, on est 2 sur 3 quand même dans les associés. Les projets, celui qu'on a présenté là, mais même l'ensemble de nos projets, c'est jamais des projets qu'on a fait tout seul dans notre coin. Et je trouve que c'est important aussi d'être conscient que les projets, ils s'imaginent avec un certain nombre de partenaires et de participants et dans des lieux. Et que c'est tout ça qui fait qu'on arrive à faire des projets. Et c'est un petit panorama, je vois qu'il daté de 2016, donc il y a longtemps que je n'ai pas réactualisé, mais des projets de l'agence. Et dans tous ces projets, il y a beaucoup de bois, depuis longtemps. Le premier bâtiment qu'on a livré en bois, c'est lui, le marché couvert de Lagny-sur-Marne, marché couvert de la bibliothèque. On a dû livrer en 99, je crois, donc ça fait quasiment 20 ans. On était en Red Cedar pour des questions là, purement constructives. Je me débrouille très mal. Ah, ça vous embête si je me mets là et que j'utilise la souris normale? Tu veux, hein? Voilà. En plus, je trouve ça beaucoup plus agréable de regarder à l'écran et de me regarder quand je parle. Ouais, ça c'est bien. Par contre, moi j'ai plus de pointeur. Je vais y arriver. Donc, bah non. Je suis désolée. Le micro, le truc, le pointeur. Le marché couvert de Lagny. Le deuxième, ça doit être là-haut. Si, il marche. Le centre de tri. Un centre de tri sélectif, donc une usine de tri. Sur lequel on a travaillé aussi une bonne partie en bois. Et puis on a continué, je pense que la salle des fêtes de Moirac, c'est quand on arrivait à Bordeaux. Ouais, c'était en 2009. Le conservatoire de danse en peuplier rectifié. La façade conseillée par le FCDA. Ça devait être livré en 2011. Le pôle cirque d'Auch, chapiteaux et construction en 2012. Les bassins à flot en 2015. J'allais dire le dernier livré, qui est le pôle cirque de Boulazac, mais pas tout à fait, parce que le CAE qui est là est livré. Il n'y aura pas encore de photos. Mais donc ça fait un moment qu'on s'intéresse effectivement au bois et qu'on a fait pas mal de choses en bois. En l'occurrence, sur le projet de Thouars, c'est vachement compliqué de tout faire. Donc, le cœur de Thouars à Talence. C'est ce projet dont il s'agit. Donc, sur ce projet, en fait, la partie vraiment construite en bois, c'est la partie qui est habillée de bois ici, qui est une partie seulement du programme. L'intérêt qu'elle présente est qu'elle est entièrement construite en bois, sur un socle différentiel et commerce, et ça, on t'en va parler. Ce projet, il est une émanation d'un concours, en tout cas à l'origine il y a eu un concours, et je trouve toujours intéressant aussi d'ailleurs de regarder les idées initiales et puis le résultat auquel on peut arriver. Et ce concours, c'était donc la partie bâtie, le programme bâti d'une rénovation complète du quartier de Thouars, du cœur de Thouars. Et c'est ça dont je voulais parler, parce qu'en fait les raisons pour lesquelles on a construit en bois là, elles viennent finalement de questions de nivellement et de fonctionnement et de route et de trafic. Mais je trouve que c'est toujours intéressant de resituer les choses. Le Thouars, c'est un quartier, alors on le devine sur le petit schéma qui est là, pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
C'est un quartier avec 3 grands immeubles qui forment une espèce de triangle qui monte en R+11, il me semble, et qui font à peu près 80 mètres de long, au milieu desquels les routes descendent en trémie, un système de passerelle piétonne passe au-dessus et un centre commercial est installé au cœur. C'est un quartier des années 60, indépendamment en fait, je crois, parce qu'on s'est un peu plongé dans l'histoire de ce quartier, c'est un quartier qui n'a jamais été fini. Et donc finalement, on est dans une phase intermédiaire du quartier, mais qui, à vivre dans le quotidien, est quand même un petit peu compliqué avec tous ces décalages de nivellement. Les schémas qui sont présentés là sont issus d'une étude du CREAM, qui au départ était une étude fonctionnelle de transformation du système de circulation depuis la Rocade vers Bordeaux, qui traverse en bonne partie Thouars. Il y a eu une deuxième étape d'étude. Alors les dessins ne sont pas jolis du tout, mais ils sont super importants. La problématique était de savoir comment on pouvait réimplanter des commerces sur la base du nouveau schéma de fonctionnement routier. Et donc ce qu'on voit, c'était cette idée de dévoyer les routes en tapant un peu dans la butte pour dégager de la place. Mais la révolution, elle est là. Voilà. Là, c'était 21 mètres, et là, c'est passé à 23. C'est-à-dire qu'en fait, l'ensemble de ce quartier, je ne sais même pas combien ça fait d'hectares, a été remonté de 2 mètres. À partir du moment où on fait ça, on fonde complètement différemment les projets. Je fais un gros pas quand même, mais je trouve que c'est important de remettre en situation effectivement les circonstances dans lesquelles les projets s'imaginent, parce que c'est ça aussi, c'est pas forcément des raisons techniques, c'est pas forcément des contraintes de calendrier ou de budget qui font les choix de projet. Quand on a rendu donc ce concours, la coupe qui était en haut, c'était la coupe du dossier programme, avec l'hypothèse, finalement, on relayait l'espace public, mais on avait des décaissés résiduels du nivellement précédent. Et la proposition qu'on a faite, nous, qui est en bas, c'était de dire, mais attendez, c'est pas possible de continuer à faire ça, et de continuer finalement à maintenir des décaissés, des trémies, du parking enterré. Il faut travailler tout à niveau. Donc ce projet a été lauréat. Et puis, la première phase qu'on a réalisée, donc qui est présentée ici et là, et je crois que j'ai prévu... Attendez, non, c'est ça. Donc ça va s'installer dans ce quartier, sans ces quelques images, mais qui sont significatives, je crois, de l'impression qu'on peut avoir dans ce quartier, et qui était effectivement pas un quartier très souriant, disons. Et en fait, cette question du bois, c'était pas que le bois, d'ailleurs c'était bois et métal, on a fait 2 bâtiments, un en bois et un en métal, elle est beaucoup venue de cette question de comment est-ce qu'on vient imaginer un bâtiment dans ce contexte-là, à un moment où il y a effectivement une révolution urbaine du quartier. Et c'est sur la base de cette proposition qu'on a proposé de travailler sur la construction bois, en disant que c'est aussi une manière de marquer les changements, les transformations, et ça tombait complètement dans le thème que vous m'aviez donné de requalification à l'échelle d'un quartier. Et donc c'est vrai que là, j'avais plutôt réfléchi dans ce propos à expliquer aussi les raisons pour lesquelles on pouvait choisir le bois à l'échelle de ces problématiques-là, qui sont finalement urbaines et sociales, avant d'être architecturales. Et la proposition qu'on avait faite était donc sur le bâtiment qui est construit. Voilà, un travail en fait sur un socle béton. Alors on pourra revenir sur le pour et le contre de la construction bois en termes de performance thermique, d'inertie, de capacité d'isolation, etc. Mais on voit bien à l'expérience, je crois que tout le monde le sait, que quand on associe un peu de masse au bois, ça fonctionne quand même beaucoup mieux globalement. Et donc on a finalement un socle maçonné et une construction bois au-dessus. Et puis le chantier qui démarre, le supermarché en construction de bois, et puis une autre partie, à l'époque le programme n'était pas défini, où on avait vérifié un certain nombre d'hypothèses de gabarit et de construction. Malheureusement, on est passé sur ce dernier bâtiment en construction traditionnelle. Après cette mise en condition, donc voilà le projet d'ensemble. Donc on a alors ce qu'on a appelé l'île au nord et l'île au sud ici.
Donc l'îlot nord est réalisé, le bâtiment en bois dont on va parler est celui-là, le bâtiment en métal est celui-là, et l'îlot sud dont le chantier démarre, et sur lequel il y a un nouveau Lamécole, est finalement composé de 2 bâtiments, mais resté sur ces principes-là de volumétrie. Sur le projet lui-même, pour sacrifier la tradition d'expliquer quand même un petit peu ce qui se passe à l'intérieur des bâtiments, il y a juste le plan de rez-de-chaussée et puis un plan d'étage. En rez-de-chaussée, donc un certain nombre de commerces qui sont, alors pour ce côté-là, non, à part la Poste, et puis il est attribué ce commerce ou pas maintenant? Ça c'est des nouveaux, mais tous les autres c'est des commerces qui étaient installés dans le centre commercial préalable, et donc avec tout ce travail d'opération tiroir avant de venir les installer là. Et puis finalement au-dessus de ce socle en béton, on a ce bâtiment-là en construction de bois, ce bâtiment-là en construction, disons, traditionnelle, isolation par l'extérieur et bardage métallique. Ce petit bâtiment-là, c'est un programme de 12 logements familiaux, T3, T4, tous traversants. On n'a pas d'ascenseur, on a des escaliers semi-extérieurs, donc protégés mais non fermés, qui desservent les logements. Donc on a une manière de réfléchir au logement qui est un petit peu différente quand on se retrouve effectivement des programmes plus importants. En termes de nombre de logements et de distribution, parce que là on a 3 cages d'escalier qui viennent desservir à chaque fois 2 logements par niveau. Ce plan, voilà, ça passe au DCE. Je voulais juste dire un mot là-dessus, mais en fait l'image est vraiment dégueulasse. Imaginez un bâtiment et sortir un DCE, même le DCE archi, en construction bois, c'est pas la même chose que d'être en système maçonné. De même que c'est pas pareil d'être en poteau-poutre ou voile, ou parpaing de briques, ou structure métallique et remplissage. Mais effectivement, on a, je pense, nous, avec ce projet-là, intégré un certain nombre de notions d'épaisseur, et notamment en coupe de plancher, qu'on n'avait pas vraiment en tête dans ce qu'on avait fait jusqu'à présent. Mais voilà, c'était un petit zoom sur un plan DCE. Ce qui me semblait le plus intéressant dans ce travail d'étude préalable qu'on fait nous au moment du DCE, c'est effectivement toute la séquence de couple, donc toutes les situations dans lesquelles on va se retrouver. Les points généralement les plus problématiques étant les pieds de façade, les hauts de façade et les fenêtres, et toutes les questions de nœuds d'alignement ou autres, avec toujours cette question de monter nos ossature bois. Là, on est sur un rez-de-chaussée, mais on aurait été sur un socle, pardon, rez-de-chaussée, on aurait été au sol, c'est pareil. Comment est-ce qu'on vient installer les ossatures bois sur les embasses béton? Et puis, le point le plus compliqué souvent, en tout cas auquel on prête toujours beaucoup d'attention, c'est les menuiseries extérieures, la façon dont on les installe. Et je voulais rajouter un truc, parce que là, c'est pas du bois, mais là, on est super content d'avoir réussi à le faire. Et j'ai vu que vous l'aviez mis sur la photo que vous aviez en ouverture. C'est qu'on a des logements avec des prises soleil orientales sans avoir en plus derrière un volet roulant complémentaire pour garantir l'obscurité dans les chambres. Donc ça, on est très content, ça marche très bien. Et comme on a la phase 2 là, qui démarre en chantier, Nicolas est très souvent, il me dit que les gens apprécient beaucoup et que ça marche très très bien. C'est pas du bois, mais c'est bon. Après nos phases d'études, on a des phases d'exé. Et bizarre, alors c'est pas beaucoup plus lisible que les documents que j'ai mis avant. Ça, c'est le travail de Lamécole. Et puis, ce qui est intéressant dans ces moments-là, c'est le travail d'aller-retour. Et le temps qu'on passe, effectivement, à essayer de mettre au point l'ensemble. On pourra dire dessus s'il y a des questions spécifiques, peut-être, mais c'est pas la peine qu'on détaille tout. Mais c'était des extraits, voilà, ouais, pas super visibles. Et toujours, voilà, les points singuliers, les ancrages sur dalle, les ancrages en prêtage, les coupes sur les fenêtres, sur les portes, sur les acrotères, sur les pieds de façade, qui sont toujours les points qui font défaut. Et puis à un moment, on construit. Voilà, quand on a fait tout ça. Alors peut-être que là, il peut y avoir plus de commentaires. J'avais vraiment réduit les pages, donc il y a 2 pages. Du coup, je vous montre les 2 et je vous passe le micro. Non, c'est pas celle-là. Ouais, alors... Voilà, j'avais mis celle-là, on a juste cette photo seule, parce que je la trouve intéressante en termes d'explication des spécificités de la construction bois. Et puis, il y a celle-là sur laquelle il y a un peu plein d'autres phases et de moments.
Et c'est tout ce que j'ai là pour notre chantier, donc Pierre, tu peux prendre. Alors du coup, ouais, voilà, pour expliquer un peu la structure rapidement, alors je contredis un peu Benoît, on n'est pas forcément sur une structure intégrale bois, les cages d'escalier sont quand même en béton. Donc là on est sur un socle béton et par-dessus on y dresse un R+1, R+2 mais en ossature bois, donc on est sur du R+1. Donc structure ossature bois, plancher bois plus OSB, et toiture aussi pareil en solide bois plus OSB. Bardage bois sur les murs ossature bois, le bardage est lui saturé. Pour donner quelques chiffres, la partie ossature bois, on est sur à peu près 1300 m² d'ossature bois, donc ça comprend les murs périphériques et des murs de refend. Pour la partie charpente pure, on a à peu près 50 m³ de bois sur 2 étages, 500 m² à peu près chacun. Et pour la partie bardage bois, il faut compter 1000 m². Donc le bardage bois, lui, c'est du Douglas, qui est lui naturellement en classe 3, sur lequel on est venu mettre un saturateur. Quoi dire d'autre? Peut-être en termes de volume, sur le bardage, on est sur une vingtaine de m³ de Douglas. Et au global, sur l'ensemble du projet, tout confondu, mur ossature bois, charpente et bardage, on est sur une 120-115 m³ de bois mis en œuvre. Alors sur la photo, on peut voir les murs ossature bois qui sont arrivés, on va dire, gris ouverte, on appelle ça gris ouverte. Donc l'isolant et le pare-vapeur n'a pas été mis directement en atelier. Il faut savoir qu'on peut les mettre directement en atelier pour gagner du temps. Bon là ça a été un choix du maître d'ouvrage d'allotir donc le lot plâtrerie qui avait à sa charge l'isolant inter ossature bois plus le pare-vapeur. Bon, sachez qu'on peut les mettre, on peut mettre tout ça tout en un seul morceau. Pour ce qui était des... Peut-être pour donner un ordre d'idée du levage, on avait en gros, donc, je vais appeler ça le rez-de-chaussée, mais le R+1 du bâtiment. Il faut compter un mois de levage pour les murs, le plancher et l'OSB, et un autre mois de levage pour le deuxième étage. Et le bardage bois, donc, qui a été préfabriqué en usine, on a mis un mois pour poser ces 1000 m², on a mis un mois de levage. Alors l'avantage de toute cette construction qui est en préfabrication, donc mur ossature bois préfabriqué, tout ce qui était solide bois ça a été prédébité, donc plus qu'à assembler sur site. Et le bardage bois aussi préfabriqué, donc gain de temps, 3 mois de pause au total. Tout ça, ça a permis aussi, donc pour le bardage, ça permet de faire des fixations invisibles. Donc vous n'avez pas les points inox de visibles dessus. Par contre, l'inconvénient, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas vraiment un inconvénient, il faut juste le prendre en compte avant, c'est qu'il y a beaucoup eu d'études avant. Il y a facilement 2 mois d'études avant. Donc certes, le chantier commence, tout ce qui est VRD, terrassement, ça commence peut-être au bout d'un mois, mais il y a quand même un bon 2 mois d'études là-dessus, notamment sur le bardage préfabriqué, parce que tout ça, donc ça arrive en module, j'ai tendance à dire que c'est au millimètre près. Il y a la photo en bas à gauche où on voit effectivement une partie bardée et une partie non bardée. Voilà, ici vous avez le bardage en bas. Donc là vous avez le pare UV en haut, le bardage, donc arrivé en module, tout ça préfabriqué en usine. Donc voilà, j'insiste un peu, comme disait mon collègue tout à l'heure, c'est les études, voilà, faut pas négliger les études, surtout quand on fait beaucoup de préfabrication. Alors après voilà, ça c'est un inconvénient qui n'en est pas un si c'est bien anticipé. Vous avez quand même pas mal d'avantages en termes de délai de pause sur la partie on va dire structurelle. Voilà, tout ça, ça a été fait en 2 mois, ça permet au corps d'état secondaire d'intervenir assez rapidement. Vous êtes, donc là c'est en fait cette construction-là s'inscrit dans une filière qui se dit sèche. Vous avez 0 déchet, vous avez pas il y a très peu d'eau qui est utilisée pour la construction des murs ossature bois et de la charpente, contrairement à des ouvrages maçonnés. Autre avantage aussi, donc sur chantier vous avez 0 déchet, tout est préfabriqué en usine. Alors après on sait très bien que sur chantier on n'est pas au minimum, entre les plans et le chantier il y a 5 mm qui se baladent. On va des fois 2-3 petites coupes à faire, des ajustements, mais sur toute l'ampleur du projet il y a très peu de déchets. On est sur une structure légère, encore une fois, ça avait été dit sur le projet médico tout à l'heure. Alors je ne saurais pas vous chiffrer les incidences, mais en fondation ça a forcément dû jouer, ça a forcément eu une incidence. Voilà un peu sur la structure bois. En général,
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais finir, parce qu'après, je vous ai quand même mis des photos du bâtiment fini. Tu veux bon. Donc voilà, cette photo que j'aimais bien, mais j'ai fait léger. Et donc un jour, on finit par avoir un projet fini. J'ai mis en parallèle là juste ces deux vues, ce que je trouvais intéressant, le rapport entre finalement ce bardage qui les le pare-pluie est opaque et qu'on a utilisé pour fermer aussi une partie des balcons et les protéger de la vue. Quelques autres vues de ce projet réalisé. On a une façade sur cour qui est, vous l'aurez tous deviné, de l'autre côté de celle-là. Et puis, autre point qui me semble être important, c'est que il y a le projet, et puis, enfin le projet de notre travail, puis il y a ce qui se passe après notre travail. Et dans les points qui me semblent pas toujours pour nous touchants ou marquants, c'est d'avoir quelqu'un qui habite là, qui a ouvert les portes à notre ami photographe qui était venu, qui est extrêmement content de montrer l'endroit, qui est très fier d'être dans ce bâtiment. Et je trouve ce rapport-là, alors bon, j'ai mis une photo de l'inauguration, une photo du quartier un peu en mouvement, mais c'est vrai que le moment où les projets commencent à être vécus, et du coup c'est plus des projets, c'est plus notre histoire, c'est une autre histoire. Je trouve que c'est ce moment-là qui est la très très belle récompense. Et alors j'ai préparé une petite conclusion, mais que je trouvais important, parce qu'en fait j'ai envie de dire autre chose que les avantages du bois en termes de gain de temps de chantier. On a construit en bois alors qu'on n'avait pas de contraintes particulières pour le faire. On n'avait pas de problème de poids, on n'avait pas de problème de temps, on n'avait pas de problème d'emprise, on n'avait pas de problème de taille de chantier, pas d'obligation. On n'a pas construit moins cher, je ne parle pas que de la construction bois, ou je devrais dire on n'a pas fait du bois parce qu'on pouvait faire moins cher. Mais au global, vous avez vu que c'est une partie du projet qui est sur ensemble, ce n'était pas un des moteurs, on n'a pas construit plus vite. Je suis d'accord Pierre, on a été super efficace en termes de temps sur la partie construction bois, mais parce que ça s'inscrit dans un projet qui est beaucoup plus vaste, et où du coup c'est pas déterminant sur la gestion du chantier. On n'a pas fait au plus simple, parce que c'est pas forcément toujours simple de faire des choses auxquelles les gens ne sont pas habitués. Je pense notamment à Cédric à l'OPC, qui n'avait jamais réalisé, qui est un des meilleurs OPC que je connaisse, mais qui je pense n'avait jamais géré de chantier en bois. Et donc ça rajoute en fait tout un lot de choses à voir. Mais ce que je voulais dire en fait là-dessus, je trouve que c'est important aussi de parler des métiers du bois, de parler des... Alors on en parle parce que vous êtes là, l'entreprise, scierie. Moi je trouve dans l'expérience qu'on a, les bâtiments qu'on a fait en bois, on a fait en béton, en métal, je sais pas, un peu tout. Non, on n'a pas fait en pisé, on est resté très traditionnel. Mais je trouve que ce qui reste très intéressant, très touchant, très particulier dans les métiers du bois, c'est que ce sont des métiers où on travaille une matière brute qu'on transforme, qu'on assemble, et que ça fait des manières de réfléchir à la construction, aux interfaces, qui sont extrêmement différentes. Et quand je disais on a découvert et fait découvrir, on a découvert nous encore plein de choses, parce qu'on a encore appris plein de trucs sur ce chantier, et on fait découvrir aussi la façon dont pouvait se passer ou s'inventer différemment un projet. On a bien construit au sens de la qualité de la construction elle-même, des prestations, de la pérennité et des performances environnementales. On était assez fiers aussi d'avoir livré une opération qui était au-delà de tout ce que nous demandaient les BBC, Finergie, les labels HE, les machins trucs chouettes, sans aucun mètre carré de panneaux photovoltaïques mis comme alibi sur le toit. Juste parce qu'on est vraiment performant. Donc ça c'est aussi pas mal. On a valorisé des métiers, j'en parlais, mais j'en ai déjà parlé. Je trouve que c'est vraiment un point qu'on oublie souvent, c'est qu'à un moment, on parle du résultat finalement et de l'objet construit, et pas trop des gens. Sauf ce soir, parce qu'effectivement, tout le monde est là. Mais, je sais pas, dans les publications, on parle du premier carré, on parle des bandes thermiques, mais tout qui manque cette dimension-là. On a satisfait les habitants. Il y avait, dans ce quartier, on ramenait donc 12 plus 16, 28 logements. Dans un quartier où il y en a quelques centaines.
il y avait une hostilité absolument incroyable à ce projet parce qu'on allait surdensifier. Qu'il y avait déjà trop de monde, que c'était pas possible, que c'était trop dense, donc c'est parti avec une hostilité quand même très très forte. Et on est arrivé à des commerçants et des habitants qui sont extrêmement fiers d'habiter dans ce bâtiment-là et heureux d'y être. Et ça marche bien entre eux, et je trouve que ça c'est important aussi. Et puis on a aménagé la planète qui est un petit peu d'actualité et qui nous intéresse tous. Voilà. C'était pour ouvrir le débat en fait. Maintenant je peux passer le micro. J'aimerais rajouter aussi une petite chose, pour revenir sur le saturateur, parce que c'était très abordé là juste avant. J'habite juste à côté du bâtiment. Le bâtiment a été livré en 2016. Le bardage a été posé en, si je dis pas de bêtises, en août 2015. Il n'a pas bougé. Le bardage, il n'a pas bougé. Alors c'est un saturateur. Un saturateur, il faut l'entretenir. Normalement, au bout de 5 ans, il faut repasser une couche dessus. Donc, comme disait Philippe, il n'y a pas besoin de juste poser une couche dessus. Alors après, le saturateur aussi, ça vieillit plus ou moins bien en fonction de comment vous mettez en œuvre le bois. Encore une fois, ça se réfléchit avant. Là, le bardage, il est vertical en fait. Donc du coup, ça limite on va dire, la stagnation de l'eau, même si, dans les règles de l'art, on doit mettre en œuvre un bardage avec des pentes telles que l'eau puisse s'écouler. Mais si vous le mettez horizontal, l'eau va aller moins vite à s'écouler. Et là, le saturateur, justement, peut partir. Exemple assez simple, vous avez tous été à Mérignac-Soleil, à mon avis. Il y a 2 parkings, ils ont été réalisés à 2 ans d'intervalle. La finition des lames était les mêmes. Il y en a une qui est grise et l'autre qui est toute neuve et qui est à peu près jaune, mais qui dans un an va être grise. Voilà, si vous mettez en œuvre le saturateur, enfin le bois même d'ailleurs, si vous réfléchissez pas avant, voilà, ça peut donner des différences de coloris, des pertes de teinte. Deuxième chose aussi, on parlait du rétifié. Alors là par contre je ne sais pas comment ça va vieillir, mais en acroterre, le retour c'est du bardage en pain rétifié. Donc là voilà, ça a été mis en œuvre sur ce projet-là. Par contre en finition, là, je ne saurais pas dire si ça a moisi ou autre. Ça blanchit un peu. Ça blanchit un peu. Prendre quelques questions s'il y a dans la salle sur le projet. Moi je dirais un complément quand même. Tu as juste dit une bêtise. Ah. J'ai pas mis de panoramique sur le Douglas n'est pas naturellement durable. Une fois pour toutes, c'est non. Le cœur du Douglas, comme le cœur du Douglas hors aubier. Voilà, merci. Voilà, mais non, mais. Oui, non, mais tout à fait. Si le Douglas vous avez de l'aubier dedans, il est classe 2. Si vous n'avez pas d'aubier, donc hors aubier, il est naturellement classe 3. C'est un bon mot, ouais. C'est les mêmes durabilités que le pain. C'est juste pour rétablir l'équilibre. En fait, c'est vrai qu'il n'y a pas le même discours alors que c'est exactement les mêmes durabilités. Oui, c'est juste, je ne sais pas, préciser. Moi, je voulais savoir si la responsabilité de l'étanchéité à l'air, du coup, c'est le plâtrier qui l'a pris. En l'occurrence, oui. Ouais. En vrai, il a dû faire ça dans les règles de l'art, donc les scotch en flot. Après, effectivement, on peut mettre. Alors après, voilà, c'est un choix, oui, non. Mais on peut mettre des murs fermés avec le pare-vapeur dessus. Oui, directement en atelier. En général, là, c'est plutôt le charpentier qui la prend. Là, ça dépend. Et du coup, j'avais une autre question sur. Donc, vous avez fait un bâtiment en bois et un bâtiment en construction métallique. Si vous n'avez pas parlé du bâtiment en construction métallique. Non, il n'est pas en construction métallique, il est bardé en métal. Il est bardé en métal, je suis d'accord. Après, je vais filer le micro pour répondre aux questions. J'entends. Non, en effet, c'est pas de saturation métallique, c'est uniquement une image du métal par le bardage. En parlant de ossature métallique, on a les balcons qui, eux, sont en métal. Et après, bardés de bois dessus. S'il n'y a pas forcément d'autres questions, et peut-être pour revenir de manière plus générale sur les projets, je sens que les intervenants ont soif, peut-être les participants dans la salle aussi. Écoutez, je vous propose de poursuivre les échanges autour du cocktail au niveau de l'exposition. Ça permettra de revenir sur ces 3 projets qui sont également présentés, puis sur les autres si vous avez des questions. Je tenais avant tout à vous remercier d'avoir fait le déplacement pour venir. Remercier aussi tous nos intervenants pour des échanges particulièrement riches. On a bien noté une petite cristallisation autour de l'utilisation du bois en extérieur. Voilà, je pense que c'est important et moi en tout cas je me félicite qu'il y ait des moments d'échange comme ça pour que tout le monde puisse se rencontrer au niveau de la filière.
connaître les essences, les produits, les gens qui transforment le bois, qui fabriquent les produits, qui viennent les poser et qui donnent, à mon avis, de très belles réalisations. Et merci également aux gens qui conçoivent ces bâtiments. Voilà, merci à tous. Je vous propose de passer du coup à côté et poursuivre ces échanges.